Donc après avoir, entendu 2 interventions sur, une minorité, ethnique, je veux dire marginalisée, on va avoir une autre, minorité marginalisée, cette fois, les femmes, donc qui sont souvent d'ailleurs doublement marginalisées. Mhm. La première intervention, donc c'est Sandra Asunsao. Alors, excusez-moi pour la prononciation, hein, C'est très bien. qui va intervenir, donc qui est de Paris-Nanterre et qui va nous parler donc, enfin son intervention s'intitule ouh là, l'esclepidentia, c'est ça? Ah, je sais pas. Oui, Et l'autoreprésentation dans l'œuvre de Conceição Evaristo pour un regard éthico-épistémique de la femme noire subalternisée. Voilà. très bien. Donc c'était juste pour vous dire, bon déjà merci hein, pour cette organisation pas évidente dans ce contexte. Merci aussi pour l'invitation et d'avoir accepté donc cette proposition de communication. Juste un mot pour dire que cette idée m'est venue suite à l'organisation de la co-organisation de 2 journées d'études en 2018 et 2019 sur les arts et littératures périphériques, dites périphériques, dans les Amériques, mais surtout, enfin, au Brésil, hein, surtout la première journée d'études. Donc je me suis intéressée un petit peu sur, cette production, d'une littérature des marges qui aujourd'hui, a une production assez, importante au Brésil, ce qui n'était pas le cas, dans les années 60-70. Alors, donc voyons mon temps. Alors, perçue comme relationnelle, la société brésilienne a en effet été bâtie sur une complexe trame des relations interethniques dont le noir est le pivot. Laboratoire d'inégalité socio-ethnique, le Brésil est le pays d'une marginalisation légalisée à l'intérieur duquel afrodescendants et amérindiens sont relégués aux zones de non-droit des étrangers chez soi. Serait-il capable de naviguer entre deux univers et, comme l'affirme donc Roger Bastide, jouer sur 2 tableaux, libéré des clichés d'une culture noire devenue métisse et nationale par expropriation? Le noir a su réinventer sans cesse son identité et sa culture. C'est ainsi que nous pouvons observer, depuis les années 70, l'apparition d'une littérature afro-brésilienne marginale, issue de banlieues, qui montre qu'au-delà des pratiques culturelles folkloriques qui lui ont été accordées, les populations marginales, principalement noires, métisses, pauvres, s'approprient de l'un des champs de savoir les plus élitistes, le discours littéraire, pour faire entendre leur propre savoir, leur propre épistémologie sur le noir et sa culture. Lors de son séjour à Rio de Janeiro, venu proférer des conférences au Brésil dans les années 60, Jean-Paul Sartre demande à ses hôtes brésiliens, des artistes et des intellectuels dont la majorité, où sont-ils les Noirs? La question posée par le philosophe, dans un pays noir et métissé, 72 ans après l'abolition de l'esclavage, à une assistance majoritairement blanche, était d'autant plus embarrassante que le noir était partout, sauf dans l'assistance. En effet, cette anecdote, tout à fait emblématique, rejoint la constatation d'autres intellectuels comme Kabengele Munanga, qui a été professeur à l'université de São Paulo pendant plus de 40 ans en sociologie et qui constate qu'il est un des rares enseignants noirs à l'université de São Paulo, ce qui n'a pas complètement changé malgré la politique des quotas au Brésil qui a été mise en place depuis le gouvernement Lula da Silva, puisque cette université a toujours aujourd'hui 98% de ses enseignants qui sont blancs, dans le plus grand pays noir après le Nigeria. Ces exemples pourraient être probablement multipliés à l'infini, mais ils nous intéressent ici pour introduire l'idée de la marginalisation du noir dans la société brésilienne et des mécanismes trouvés par celui-ci pour, comme l'a affirmé Roger Bastide, jouer sur 2 tableaux.
Représentatif donc au niveau démographique, économique et culturel, il a très souvent occupé une place marginale dans les niches intellectuelles et littéraires. Sueli Carneiro, philosophe noir brésilienne, emprunte la notion forgée par Boaventura de Souza Santos d'épistémicide pour définir le non-droit à la production du savoir des Noirs au Brésil. Dans ce même sens, Silvio Almeida, auteur de Racisme structurel, encore un autre intellectuel noir brésilien, affirme que la place réservée aux Noirs dans la société brésilienne n'a été autre que celle d'un racisme naturalisé par un système économique, politique et juridique qui a perpétré sa condition de subalternité. Cette condition subalternisée peut être identifiée dans différentes formes d'exclusion, parmi elles l'accès à certains champs de savoir et des pouvoirs, comme les discours littéraires, nous intéresse ici particulièrement. Qui peut écrire? Qui peut publier? À cette question est associée naturellement celle du sujet et le lieu d'énonciation. Au carrefour donc de différentes formes d'exclusion et de subalternisation, race, classe, genre, la femme noire cumule un degré encore plus important de marginalité, ce que Patricia Collins appelle la nature interdépendante ou simultanée de l'oppression. En effet, à la question anecdotique posée par Sartre, où elle est noire, nous pouvons répondre à nouveau que la femme noire est partout, sauf là où on ne veut pas qu'elle soit. Je fais référence ici au discours littéraire, bien évidemment. Ainsi, si plus de 70% des plus de 6 millions d'employés domestiques au Brésil sont des femmes noires, dont plus de 2 tiers non déclarés, seulement une minorité accède encore aujourd'hui à certaines professions. Malgré son importance donc, dans la société brésilienne, le noir occupe, sinon dans l'histoire de ce pays, dans la littérature brésilienne, une place tout à fait marginale. Regina Del Castanho, enseignante à l'Université de Brasilia, l'avait déjà remarqué dans une recherche pionnière et qui avait bouleversé le milieu universitaire dans les années 2000 sur la représentation du noir dans la littérature brésilienne. Dans le personnage du roman brésilien contemporain, publié en 2004, Regina Del Castanho étudie plus de 250 œuvres publiées entre 1990 et 2004 dans des grandes maisons d'édition au Brésil et fait certains constats. Une minorité a été écrite par des écrivains noirs ou par des femmes. Par rapport aux personnages représentés, aussi, une majorité est composée d'hommes blancs et ont un rôle important dans le récit, narrateur ou protagoniste. Ainsi, les femmes noires n'occupent pas une place très différente de celle qu'elles ont occupée dès le début, au début du XXe siècle, femmes au foyer, domestiques et prostituées. Actuellement, le nombre d'écrivaines noires au Brésil et qui se revendiquent en tant que telles a fortement augmenté. Leur place actuelle s'inscrit dans la continuité d'un mouvement de prise de conscience du noir dans la société brésilienne, à tout point de vue, dont la création du théâtre expérimental du noir et l'apparition des cahiers noirs ne sont que les premières manifestations emblématiques. L'écrivaine Carolina Maria de Jesus a sans doute, et bien malgré elle, représenté un tournant à ce qu'on pourrait appeler l'incarnation d'un espace frontalier d'énonciation. Habitante d'un ancien bidonville, du Canindé, chiffonnière et élevant seule ses 3 enfants, sa rencontre avec le journaliste Audálio Dantas a été le de sa carrière fulgurante. En 1958, le journaliste Audálio Dantas avait pour mission d'écrire un reportage sur la favela, le bidonville du Canindé, qui se développait sur les berges du fleuve Tietê à São Paulo, qui traverse la ville de São Paulo. Le journaliste perçoit l'intérêt de ses écrits et publie un extrait dans le journal Folha da Noite avant d'organiser la publication du livre en 1960. Livre traduit en français comme dépotoir, quarto de despejo. D'abord, tiré à peu d'exemplaires, son livre connaît vite un énorme succès et est publié à plusieurs reprises pour atteindre les 100 000 exemplaires. Il est aussi traduit en 13 langues, vendu dans plus de 40 pays et fait la une de plusieurs journaux en Europe.
L'intérêt presque anthropologique par cette écrivaine et son livre, un récit poétique et poignant d'une vie de lutte quotidienne pour sa survie, mais aussi un portrait interne des premiers bidonvilles au Brésil, a perdu son intérêt lorsqu'elle quitte la favela, le bidonville, et commence à écrire ses mémoires d'enfance. Elle va donc mourir dans l'oubli complet. Conceição Evaristo, dont nous parlerons donc aujourd'hui, a plusieurs points communs avec Carolina Maria de Jesus. Originaires du même État au Brésil, leur prose s'est inspirée de leur biographie, autobiographique ou autofictionnelle, et constitue un témoignage impliqué de la vie dans les favelas dans les années 50-60. Le parcours de Conceição Evaristo est à l'exemple de Carolina Maria de Jesus et du célèbre écrivain Machado de Assis, un parcours d'une combattante. Née à Belo Horizonte en 1946, cette arrière-petite-fille d'esclaves, comme les deux auteurs cités précédemment, n'était pas prédestinée à devenir écrivaine. Au contraire, enfant d'une famille nombreuse, elle a été amenée à travailler comme domestique pendant toute son adolescence. Son opiniâtreté a eu gain de cause et elle a réussi dans un premier temps à devenir institutrice à Rio de Janeiro malgré l'opposition ferme de ses patrons qui avaient besoin qui n'ont pas voulu la pistonner à l'époque puisque c'était des postes pistonnés, il n'y avait pas de concours. Elle va donc partir à Rio de Janeiro en 1972 et fera plus tard un master et un doctorat en littérature comparée. Les premières éditions de Poncia Vicêncio, son premier livre publié en 2003, ont paru à compte d'auteur. Son premier roman, Banzo, Mémoire de la favela, a attendu néanmoins 20 ans pour être publié. Terminé en 1988, le roman ne sera publié qu'en 2006. Par ailleurs, ces livres n'ont jamais été publiés par des grandes maisons d'édition, mais par des maisons d'édition qui promeuvent la culture africaine au Brésil. De même, le best-seller de Carolina Maria de Jesus, Quarto Despejo, Dépotoir, a été publié par une maison d'édition spécialisée dans les livres didactiques scolaires, l'éditora Attica. Leur place dans le marché éditorial nous dévoile que le lieu d'énonciation n'est pas restreint à leur prise de parole et leur auto-représentation, mais concerne aussi la publication de leurs œuvres. À l'exemple des intellectuels noirs dans les milieux universitaires aux États-Unis, comme l'a analysé Patricia Collins, les deux écrivaines ont occupé une place de outsider within, étranger intime, étranger dans l'intime, à la fois social et intellectuel. Une place marginale qui, selon Collins, devrait être un stimulus à leur créativité. Néanmoins, le parcours difficile pour la publication de leurs œuvres est emblématique d'un grand nombre d'écrivains appartenant à la littérature dite périphérique au Brésil et en soi révélateur d'une forme d'épistémicide instaurée dans le milieu littéraire brésilien. Son chemin personnel pour devenir écrivaine et le message que son œuvre véhicule se situent dans l'espace d'opposition à sa complète marginalisation. Si une autre voie lui était ouverte dès son enfance, elle a su par un tour de force percer la bulle du champ littéraire brésilien. Le rapport œuvre et vie est ainsi central dans sa prose. Conceição Evaristo affirme que ses livres sont l'expression d'une escrevivência, ce qu'on pourrait traduire comme un écrivit, à savoir le moyen d'autoreprésentation d'un corps noir et d'une condition sociale souvent associée au travail domestique et servile au Brésil. Comme elle le définit, le néologisme écrivit est un concept forgé pour rendre compte d'une littérature basée sur son propre vécu. Dans l'esthétique de l'écrivit, la place du sujet d'énonciation joue un rôle très important car la réappropriation discursive et représentative a lieu par une écriture qui va basculer la place de l'afrodescendant, d'objet de représentation à sujet d'énonciation. Sur cette notion d'escrevivência,
Conceição Evaristo affirme, je la cite, que c'est l'énonciation d'un corps qui n'est plus seulement décrit, mais surtout par son vécu, qui est vécu, par son vécu. L'escrevivência des femmes noires explicite les aventures et les malheurs de celles qui vivent une double condition que la société voudrait inférioriser en tant que femmes et noires. Alors, inspirée de sa propre histoire, comme Conceição Evaristo l'a plusieurs fois affirmé, Banzo, Mémoire de la favela, est une autofiction racontée par un narrateur à la fois extérieur et impliqué dans le récit. Le processus de démolition de la favela y fonctionne comme un fil rouge, car toutes les histoires sont en tension autour de cette expulsion prochaine. Ainsi, l'espace occupe une place centrale dans le récit. Lieu d'exclusion, le bidonville est la scène où les relations socioculturelles et affectives vont se mettre en place. Pinduraçaia, le nom du bidonville où Evaristo a habité jusqu'à l'âge de 24 ans, et qui l'a inspiré pour écrire son roman, est actuellement occupé par des immeubles dans une zone noble de Belo Horizonte, capitale de l'État de Minas Gerais, suite au processus de gentrification des favelas dans la ville dans les années 60. Actuellement, c'est le lieu d'habitation d'une classe haute et moyenne, des halles d'une université et des institutions. En forme de courts chapitres, nous accompagnons le quotidien de nombreux personnages par le point de vue d'une narratrice que nous découvrons être aussi le personnage de l'adolescente Maria Nova, la jeune Marie, je vais garder ce nom en portugais, à l'âge adulte. Les histoires des différents personnages sont tissées par l'espace partagé, mais aussi par l'oralité, celle des griots de la favela. C'est à travers leurs histoires qu'elle apprend sur le passé de ses ancêtres, sur sa place dans cette société très inégale. Leurs histoires ne sont pas joyeuses. Au fil des chapitres, la narratrice nous présente ses vies perdues, pour citer Baume, dont la dignité est pourtant mise au premier plan. Histoire d'un vieil esclave affranchi, la vieille Vovorita, sage-femme de la favela touchée par le mal de Chagas, sa compagne nommée l'autre, la lépreuse, la blanchisseuse morte, phylogazogène est morte de tuberculose, des blanchisseuses qui passent leur temps entre les points d'eau de la favela pour laver le linge de leur patronne, Cidinha Sidoca, prostituée de la favela devenue folle, Dichinha, femme de ménage d'une riche famille, mise en prison et accusée de vol, Nazinha, jeune fille prostituée par sa mère en échange de nourriture, enfant battu et abusé, autant de vies qui peuplent la favela, autant de personnages qui ont peuplé l'enfance de l'écrivaine. Toutefois, malgré la précarité la plus totale, intensifiée par le processus donc de démolition, une vie culturelle insiste et persiste et est très intense. Les histoires de ces laissés pour compte de l'histoire nationale est celle d'une marginalité historique, la plupart originaire d'autres processus d'exclusion, d'exode et de diaspora forcée, retrouvée dans cette même ville bis. Une marginalité que la société a cherché à invisibiliser, mais qui nourrit avec elle une relation d'interdépendance dont la masse de travailleurs bon marché pour la classe moyenne avoisinante en est la preuve. En effet, la majorité de ces femmes, matriarches des familles, monoparentales, assez souvent, sont blanchisseuses ou employées domestiques dans les quartiers du voisin. Si chaque personnage devient le protagoniste de son histoire, l'écrivaine ayant consacré à chacun un chapitre, c'est l'adolescente de 13 ans, Maria Nova, le personnage qui est central dans ce récit. Elle se dédouble en personnage et narrateur et se présente comme l'alter ego de son auteur. Par son point de vue, les autres personnages, l'univers de la favela, nous sont présentés. Elle est surtout l'autrice de toutes les histoires entendues et les témoins des faits.
Marianov est le seul personnage à traverser un grand nombre de ces récits. Elle est celle qui écoute et observe les histoires de vie et les quotidiens de chaque habitant de la favela. Chaque histoire semble s'inscrire dans sa propre histoire, un cumul d'autant plus souhaité que leur départ est imminent et que cet endroit et sa mémoire va sans doute disparaître. Ce lien d'énonciation dont le récit d'Evaristo est l'instrument donne la parole à ceux qui n'ont jamais pu donner leur version des faits. Surtout, il représente une histoire vivante que l'histoire officielle refuse. C'est dans ce rencontre Marianova lorsqu'elle va à l'école. Comme Conceição Evaristo elle-même, elle est l'une des rares élèves noires de son école. Dans la confrontation entre la version de l'histoire donnée par les livres et l'histoire vécue dans son quotidien à la favela, Marianova prend conscience de son lieu d'énonciation et du besoin de donner elle-même la version des faits. Et je vais donc citer un extrait du roman. La semaine précédente, ils avaient étudié en cours d'histoire la libération des esclaves. Marianova écouta la professeure et lut un texte. La professeure, habituée aux questions et aux conclusions de la petite, attendit. Marianova resta calme et distante. La maîtresse lui demanda la raison de ce détachement. Marianova se leva et répondit que sur les esclaves et leur libération, elle aurait beaucoup d'histoires à raconter. Qu'elle pouvait parler pendant tous les cours, mais qu'elle n'était pas sûre que ce soit ce que la professeure voulait. Elle pourrait parler d'une rue Cazenègre contemporaine dont les habitants n'étaient pas libérés car ils n'avaient aucune condition de vie. La professeure la pria de s'expliquer. Marianova la regarda ses camarades, ses amis. Elle regarda la seule noire de sa classe, Maria Esmeralda, murée dans un bloc d'apathie. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle connaissait beaucoup d'histoires, miroirs des chaînes d'une lointaine histoire. Elle pensa à Onctoto. C'était cela un homme libre? Elle pensa aux enfants de la favela dont très peu, ils se comptaient sur les doigts de la main, finissaient le primaire. Elle était la seule à être au collège et encore, elle accusait 2 ans de retard. Marianova parcourut encore une fois du regard la professeure sa classe. L'histoire était très grande. L'histoire était vivante et naissait des personnes, de l'aujourd'hui, du maintenant. Cela n'avait rien à voir avec le texte qu'elle venait de lire. Fin de citation. Le dialogue entre Marianova et la professeure est en soi très révélateur. Dans un cours d'histoire au collège sur l'abolition de l'esclavage, Marianova prend conscience d'être face à une version inexacte de l'histoire de la nation. Elle sait par expérience, par toutes les histoires qu'elle a entendues, que la réalité est une autre. L'histoire qui est enseignée aux enfants de la nation inventée, ne correspond pas à la réalité actuelle des survivants du génocide noir au Brésil, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Abdias do Nascimento, le génocide du noir au Brésil. Marianova connaît dans son corps et dans l'espace de ségrégation dans lequel elle vit une toute autre histoire. L'enseignante lui demande de mieux expliquer ce qu'elle voudrait dire. Ce qu'elle n'arrive pas à exprimer est l'histoire de sa communauté, l'histoire absente des livres d'histoire. Dans son livre Vie, l'écrit Vie, leur liberté ressemblait à une autre forme de prison, une prison aux marges de la ville. Un processus d'exclusion diasporique qui, face à l'expulsion imminente de la favela, va une fois de plus se répéter. Arrachés de leur terre d'origine pendant le commerce négrier, partis de leur gré ou remplacés par une main-d'œuvre immigrée après l'abolition, et sans aucune forme d'indemnisation et d'inclusion, les habitants de cette favela, comme des Sisyphes modernes, sont contraints, une fois de plus, à laisser leur place et leur lieu de vie et de mémoire, étant donné le processus de gentrification en cours. Consciente que l'histoire cache d'autres histoires, Marianova voit naître en elle le désir d'écrire et de raconter, ne pas laisser effacer l'histoire de toutes ces personnes. Elle sait que son lieu d'énonciation est unique et ne peut pas être écrit par ceux qui n'ont pas vécu ce qu'elle a vécu. Comme l'a affirmé Carolina Maria de Jesus, il faut connaître la fin pour savoir la décrire.
Et Marianov le dit, je la cite, « La vie ne pouvait se résumer à cette misère crévarde. Elle réfléchit, chercha tout au fond dedans elle ce qu'elle pouvait faire. Son cœur étouffait, à l'étroit dans sa poitrine. La pensée surgit, rapide et limpide comme l'éclair. Un jour, elle écrirait tout. Un jour, elle raconterait, libérerait, ferait résonner les voix, les murmures, les silences, les cris étouffés de chacun et de tous. Marianov écrirait un jour la parole de son peuple. » Fin de citation. Elle incarne ainsi la notion forgée par l'écrivaine elle-même pour parler de ce processus d'appropriation du discours littéraire, pour exprimer le regard de l'écrivain noir sur son propre vécu, l'escrivivencia. Mais aussi, comme elle l'affirme, une forme d'insubordination. Cela est une forme d'insubordination. Par l'acte d'insubordination que l'écriture représente pour Évariste, elle pourra rendre la parole à des histoires et personnages invisibilisés par l'histoire et le canon littéraire, surtout en tant que sujet d'énonciation. Il s'agit ici également de la réponse donnée par la femme subalternisée par l'histoire à partir d'un point de vue qui est le reflet de ses propres expériences et des hiérarchies auxquelles elle est soumise, classe, genre et race. L'œuvre de Carolina Maria de Jesus et Conceição Evaristo représente un point de non-retour dans la littérature brésilienne et un paradigme pour les auteurs dits périphériques, contemporains, une autoreprésentation capable de véhiculer une pensée décoloniale et non seulement donner la parole aux Noirs. Je vois que j'ai déjà... je ne vous parlerai pas de la troisième partie, qui était une réflexion sur le travail de mémoire dans ces récits comme un travail intergénérationnel et qui s'inscrit dans cette perspective de la post-mémoire, à savoir la mémoire d'un traumatisme atemporel, qui est très bien décrit par l'écrivaine dans ce livre. Et je vais donc, pour ne pas dépasser plus le temps qui m'est imparti, conclure. Alors, l'accès improbable à la lecture dès son jeune âge a permis à Évariste de prendre conscience que l'histoire du pays était basée sur une camaraderie inventée et de refuser la place que la société lui avait réservée. S'inscrivant dans un mouvement d'insubordination épistémique dont les écrivaines noires Maria Firmina dos Reis au XIXe siècle et Carolina Maria de Jesus au XXe siècle en sont les premières représentantes, Évariste assume son lieu d'énonciation comme celui d'une pensée frontalière et intersectionnelle, femme, pauvre, noire, et nous livre un récit puissant aussi bien par les histoires qu'il raconte que par le processus de mise en mémoire des exclus de la nation qu'il représente. Depuis plusieurs autres écrivaines surgissent de cette même marge, Islam Poetry, femme de ménage, écrivaine afrodescendante. Si les maisons d'édition sont toujours sélectives, elles se sont depuis multipliées et abritent désormais plus de diversité. Et donc, pour revenir sur la présentation de Manuel, nous pouvons nous demander si cette marginalité est-elle synonyme d'exclusion traumatique ou, ce que j'aurais voulu développer dans cette troisième partie, ou au contraire d'expérience heureuse. Sans doute, elle se situe dans cet entre-deux. L'apparition et l'intense production d'une littérature périphérique au Brésil, dont Carolina Maria de Jesus et Conceição Evaristo sont les précurseurs, prouve qu'elle est, dans tous les cas, créatrice et a appris, comme l'a affirmé Roger Bastide, à jouer sur ces deux tableaux. Voilà. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps et de ne pas avoir pu développer cette partie sur la mémoire, qui est très intéressante également. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sandra. Est-ce qu'il y aura des questions? Emmanuel? Oui, justement, moi j'aimerais
poser une question sur ces femmes écrivaines noires, et particulièrement cette autrice que tu as évoquée. Est-ce qu'elles ont conscience ou affirment faire partie d'une diaspora afrodescendante, au-delà de leur cas, de leur communauté de la favela, et peut-être en pensant une dimension américaine? Je pose la question parce que où est-ce véritablement une approche du quotidien et des marges au pluriel? Dans le cas de Carolina Maria de Jesus, qui était à peine alphabétisée et de manière autodidacte, je pense qu'elle n'avait pas tellement cette conscience parce que ses écrits étaient un peu fruits de son quotidien. C'était un journal, en fait, qui a été publié et je ne pense pas qu'elle a pris cette conscience. Alors que Conceição Evaristo, qui a d'ailleurs fait un master, un doctorat et qui a étudié la question de la littérature noire, oui, pour elle, elle s'inscrit tout à fait dans ce mouvement qui n'est pas que celui de la littérature, mais des intellectuels noirs au Brésil, qui ont pris conscience au fil, surtout au long du 19e siècle, de leur place dans la société brésilienne et qui aboutit à des mouvements, à des forts mouvements comme le théâtre expérimental du noir et d'autres. Après, elle est souvent comparée à Toni Morrison. C'était un peu la partie que je développais sur la mémoire, justement par rapport à cette idée d'une mémoire traumatique qui est dans le présent, qui survit dans le présent et qui n'a pas disparu complètement, de toute façon qui n'a pas disparu et qui est d'ailleurs présentifiée par les maintes formes de préjugés, le racisme, l'exclusion, les discriminations, la place que le noir occupe dans ces sociétés qui est, il faut le constater, au Brésil, on sait, le Brésil est un pays qui a un nombre très très important d'homicides et la majorité des jeunes tués au Brésil entre 18 et 32-35 ans et sont majoritairement noirs. Donc, voilà. Donc, moi, je me posais la question, si je puis dire, si c'est une littérature qui donne un portrait social ou s'il y a vraiment un objectif politique, et cet objectif politique serait de sortir ces femmes noires de la marge. Est-ce que c'est juste donc un portrait social qui dénonce seulement la condition de ces femmes, ou est-ce qu'il y a, ou des Noirs en général, ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif politique affirmé, je veux dire? Je pense que le politique, il va ensemble. Conceição Evaristo n'est pas une femme engagée, comme on pourrait avoir maintenant. Il y a certaines écrivaines, justement, qui se revendiquent, par exemple, Preta Rara, qui est une écrivaine, jeune écrivaine, qui a un blog, qui a une production assez intéressante, en tant que domestique noire, et qui a fondé un mouvement qui a un caractère tout à fait politique. Conceição Evaristo, non. Je pense qu'elle s'inscrit dans un mouvement littéraire. D'ailleurs, elle n'aime pas qu'on la classe comme faisant partie de la littérature périphérique, ce qui est un label qui est un label qui a été auto-forgé par les écrivains de cette littérature. Ils aiment être classés producteurs de la marge. Elle, non. Elle veut être considérée comme une écrivaine afrodescendante. Afrodescendante. Cela, oui. Et par son travail, qui est un travail littéraire, tout à fait littéraire, donner la possibilité à d'autres femmes de prendre conscience de leur place dans la société. Donc, à ce moment-là, quelque part politique, mais pas un politique très, très engagé, non. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui? Ah, oui, Isabelle? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui. D'accord. Merci pour cette présentation extrêmement bien documentée, bien menée, très intéressante. Vous avez abordé dans la conclusion l'idée d'une écriture frontalière
qui m'a fait penser à, c'est également une expression qu'on utilise beaucoup pour caractériser l'écriture des féministes mexicaines-américaines, et notamment cette écrivaine Gloria Anzaldúa, donc qui est aussi très représentative de ce courant de pensée, de cette écriture. Donc ma question était de savoir si cette escrivivencia que vous avez décrite se caractérise donc par une forme textuelle vraiment particulière, par une écriture spécifique, ou bien est-ce qu'on reste un peu dans les canons littéraires traditionnels de la littérature brésilienne, que je ne connais pas vraiment? Vous avez peut-être partiellement répondu juste avant en disant que justement c'est une écrivaine qui ne veut pas être considérée comme en dehors du cadre littéraire traditionnel ou du canon, mais qui veut vraiment s'insérer. Donc peut-être que ça se reflète aussi dans cette écriture. Enfin voilà, donc j'aurais voulu connaître un petit peu plus en détail les caractéristiques au niveau de l'écriture elle-même. L'écriture est très poétique, déjà. Hein, il y a une sorte de prose poétique. Chez Conceição Evaristo, surtout, je parle. Carolina Maria de Jesus, c'est encore autre chose. C'est vraiment un journal. Je pense que c'était... Après, elle part... elle va commencer à écrire ses mémoires. Elle ne maîtrise pas les codes, et c'est aussi toute la revendication de ces écrivaines d'écrire à partir de cette pensée frontalière, je veux dire le terme de Niolo, c'est-à-dire un autre point de vue sur l'histoire et sur la littérature, mais qui ne va pas non plus se conformer ou s'adapter à la forme classique de la littérature et de la langue portugaise, parce qu'elles ont une autre manière de s'exprimer, parce qu'elles, au contraire de Conceição Evaristo, qui a étudié, qui a fait un master, un doctorat, Carolina de Jesus, elle était semi-alphabétisée, donc ce qui est considéré comme faute en langue ne doit pas être vu comme des fautes. Il le revendique. Il revendique la possibilité d'écrire autrement, avec un autre langage. Et ce n'est pas mieux ou moins bien, enfin, c'est une autre forme d'écrire. Conceição Evaristo, ça reste un peu classique comme écriture, mais je dirais qu'il y a cette image du griot qui est très présente, les conteurs d'histoire. Donc il y a plusieurs histoires dans son livre, là, en l'occurrence, mais dans tous les livres, il y a l'idée du conteur d'histoire et des traditions africaines qui sont transmises et qu'elle veut mettre en valeur. Elle ne parle pas tellement de la question de l'héritage africain en lui-même, mais comme quelque chose qui est resté dans la mémoire de ces personnes, justement dans cette idée de la post-mémoire, et que dans la pratique du quotidien, l'oralité est très très présente dans la culture donc, africaine au Brésil, donc forcément dans cette littérature. Donc il y a plusieurs conteurs. Le livre, Maria Nova représente un vrai conteur parce que c'est l'alter ego de l'écrivaine, mais tout personnage ouvre la porte à des histoires. Donc ça, c'est très particulier à son écriture. Je pense que ça passe pas là. Mais sinon, c'est une prose très poétique. Il n'y a pas d'autres caractéristiques. Ça reste assez classique comme écriture, je pense. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Emmanuel? Voilà. Alors moi, j'ai une curiosité qui concerne la réception et notamment le lectorat, puisque il est en effet difficile de s'affirmer depuis les marges au pluriel dans un marché finalement qui est aussi qui est dans une logique économique. Et est-ce qu'il y a un lectorat avec une attente et des demandes pour ce type de littérature, des marges et des frontières, justement? Alors, de tout ce que j'ai pu lire sur les phénomènes, on va dire comme ça, mais qui s'instaurent comme une sorte de tradition dans le canon littéraire, de la littérature des marges au Brésil, c'est un lectorat très très récent, depuis les années 2000, qui n'est pas le lectorat venu des banlieues. C'est un lectorat qu'ils auraient voulu atteindre justement parce qu'ils parlent de cet endroit et à partir de cet endroit,
C'est un lectorat d'une classe moyenne universitaire surtout. C'est les universitaires surtout qui lisent et qui promeuvent cette littérature. Mais c'est un lectorat qui a des hauts et des bas. C'est un phénomène, voilà, c'est-à-dire que ça dépend des moments précis où l'œuvre a été publiée et de la diffusion qu'on a fait autour d'elle. Par exemple, Conceição Evaristo, elle a eu une reconnaissance importante au Brésil à partir du moment où elle a été traduite en France. C'est quand même très particulier. Et je dis parce que j'avais fait je le dis avec une curiosité, j'avais fait une recherche il y a 2-3 ans pour trouver des livres en portugais dans une grande librairie au Brésil et je ne trouvais que le livre, sa traduction en français. Donc, il était plus simple de trouver la traduction au Brésil que le livre lui-même. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a eu tout un hommage autour de l'œuvre de Conceição Evaristo. Elle a été invitée à des salons du livre au Brésil, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc, c'est vraiment très récent. Donc, c'est par ces reconnaissances, ces différentes reconnaissances du marché éditorial dans les rencontres littéraires, hein, que son œuvre commence à être plus lue. Mais ce n'est pas un lectorat vraiment très consistant, non. Merci beaucoup. Merci bien, Sandra.